Faut pas oublier que la technologie a avancé, les Oui, DAF ont oui. plus d'outils très puissants pour piloter leur trésorerie. Peut-être que finalement, ces niveaux de valorisation sont peut-être justifiés par des modèles économiques archi résilients et hyper adaptables. Ouais, alors c'est une très bonne question que vous, enfin, implicitement que vous posez Mm. là, c'est est-ce que finalement on est dans une espèce de nouveau paradigme? Mhm. Est-ce que les 10 années qui arrivent seront des années où il sera normal de naviguer à entre 20 et 25 fois les bénéfices anticipés, ce que historiquement était plutôt ce qui était une zone de bulle. C'est comme vous Voilà. l'avez dit à l'instant. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en ce jeudi 26 juin 2025 pour continuer à comprendre et décrypter l'actualité et en modéliser son impact sur les marchés financiers. Pour ça, rien de mieux qu'Alexandre Baradès pour éclairer nos lanternes. Bonjour Alexandre. Bonjour Louis-Antoine. Merci Alexandre d'être avec nous plaisir. ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Chief Market Analyst chez IG. L'actualité brûlante, c'est toujours Trump. Trump qui réitère ses attaques contre le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, mais cette fois-ci, c'est de plus en plus précis, ça se rapproche de plus en plus, c'est de plus en plus précis. Maintenant, on dit que potentiellement, il pourrait licencier Jérôme Powell dès cet été. Quelles conséquences sur les marchés actions et pour la Réserve fédérale américaine dans son ensemble? Alors c'est vrai que les attaques ont repris de plus belle durant ces dernières 48 heures parce que Jérôme Powell s'exprimait aussi sur une période de 2 jours, comme il le fait 2 fois par an, devant une des commissions du Congrès américain, où les sénateurs lui posent des questions. Et effectivement, il a rappelé ce qu'il a dit lors des dernières réunions. Il n'a pas dévié de ses propos, en expliquant bien pourquoi il considérait qu'à ce stade, c'était encore un peu prématuré de reprendre les baisses de taux. Donc, c'est pas je décide de ne pas baisser les baisses d'un point de vue politique. C'est je ne le fais pas parce que tous les modèles de la Fed, et il dit aussi les modèles de prévision extérieure, donc pas seulement ceux de la Fed, considèrent qu'effectivement la question des tarifs présente un risque inflationniste. Et ce que Jérôme Powell fait comprendre, c'est qu'il faudra au moins la période de l'été. Donc là, les statistiques, on va parler tout à l'heure de juin qui seront publiées vendredi, puis juillet, puis août, pour se faire une meilleure idée de cette transmission potentielle. Alors, il y a toujours une dose d'incertitude potentielle des tarifs vers les consommateurs. Donc ça c'est clair que pour Donald Trump, qui déjà depuis des mois attaque Powell, eh bien c'est encore une tribune, une fenêtre de tir possible, c'est le cas de le dire, pour insulter. Il insulte carrément, il traite Jérôme Powell d'idiot, de borné, de voilà. Et effectivement, au même moment, il fait comprendre qu'il a déjà une shortlist de 3 à 4 personnes. Et on a eu des sources ce matin qui indiquent que dans cette shortlist, on retrouve Kevin Hassett, un des conseillers économiques à la Maison-Blanche, qu'on retrouve aussi potentiellement Scott Bessent, secrétaire au Trésor, aussi un membre de la Fed qui s'appelle Christopher Waller, qui s'est distingué il y a quelques jours parce que lui disait, à contre-courant complet de ce que pense la Fed actuellement, qu'il y avait une opportunité pour baisser en juillet, que s'il fallait les remonter ensuite parce que l'inflation arrivait, on aurait le temps de le faire. Donc voilà, Waller, il s'est clairement positionné au sein de la Fed comme candidat potentiel à la succession de Powell. Mais par contre, je pense, ou alors ce serait là un séisme, mais je pense que Trump ne pourra pas virer Powell. Légalement, il ne peut pas le faire. Donc, mais ce qu'il peut faire, ce serait une première, mais ce qu'il peut faire par contre, qui est plus subreptice, c'est miner la fin de son mandat, c'est-à-dire faire tellement de bruit autour de son futur successeur, de l'incompétence supposée de Powell. Moi, je rappelle à ceux qui remettent en cause Powell de bien regarder à quoi ressemble le SP500 depuis la nomination de Powell, c'est-à-dire depuis 2018. C'est un feu d'artifice permanent. Donc, s'il y a bien un président de la Fed qui a eu l'oreille des marchés et l'oreille positive des marchés, c'est bien Jérôme Powell. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un risque actuellement de ce tir nourri, de ce feu nourri contre Powell? Il faut rappeler que c'est un mécanisme global qui s'est mis en route contre lui, c'est pas que Trump. Oui, même au sein du FOMC, il y a des dissensions qui commencent à apparaître. Typiquement Christopher Waller, c'est surtout lui qui a été le plus audible de ce côté-là, mais aussi au niveau de l'administration, et c'est là que c'est un peu inadmissible par rapport à la remise en cause de l'indépendance de la Fed. Quand le secrétaire au commerce Lutnick attaque également Powell, vous avez également J.D. Vance, le vice-président. Voilà, c'est toute une série comme ça de gens de l'administration américaine qui attaquent frontalement Powell, qui le traite, qui l'accuse d'avoir une posture politique. Et Jérôme Powell fait de la pédagogie en disant voilà, nous, dès qu'on a des signaux que l'inflation que les tarifs ne sont pas inflationnistes, on reprend les baisses de taux, pas de problème. Mais il dit c'est notre mandat. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que actuellement, vous avez une inflation sous-jacente aux États-Unis qui est toujours, alors le chiffre exact, je l'ai pas en tête, mais c'est voilà, autour de 2,8. Il faut bien se dire que pour effectivement des gens qui gagnent 200-300 000 dollars par an, c'est pas un souci, c'est absorbable. Pour des gens qui n'ont que leur salaire de 20 000 dollars ou 30 000 dollars par an, ou ce qui est peu aux États-Unis, et qui tout le salaire part uniquement en logement, nourriture ou autre, 3% d'inflation par an, quand vos salaires progressent à peu près du même ordre de grandeur, eh bien, ça vous donne... c'est une pression, en fait, pour les couches les plus populaires américaines. Et ça, c'est ça qui est assez curieux, c'est que Trump, qui pourtant est le candidat
populaire, annoncé comme tel, ne se rend pas compte qu'effectivement, une inflation à 3%, ben, c'est encore trop pour des gens qui gagnent malheureusement trop peu d'argent aux États-Unis. Et Powell, c'est un des rappels aussi, c'est de dire ben, l'inflation, elle n'est pas encore complètement sous contrôle. Et donc, notre mission, notre mandat, il a un mandat, Powell. Hein. Si ça ne va pas ce mandat, il faut changer de mandat à ce moment-là. Mais le mandat de Powell, c'est la stabilité des prix, ramener les prix à 2%. Et ça, pour l'instant, il tient son mandat. Et ça, pour l'instant, il tient son mandat. On voit qu'en parallèle, alors on a beaucoup de choses à dire. Hein. Effectivement, l'indice PCE sera publié demain. Oui. On va le suivre évidemment avec grande attention pour voir dans quelle mesure l'inflation est impactée éventuellement par les hausses tarifaires de Donald Trump. Tout le monde dit que c'est cet été, hein, globalement, on arrive à la période pendant laquelle ça devrait se matérialiser. Ceci étant, l'actualité, c'est également la paire euro-dollar, la parité euro-dollar, qui atteint 1,17 juste avant votre arrivée, hein, quelques minutes avant. Là, on est repassé sous les 1,17. C'est quoi? C'est les cambistes, ils parient contre qui? Contre l'économie américaine ou plutôt Alors, je pense qu'il y a aussi une façon... Je pense que une partie de la baisse est voulue par le Trésor américain. C'est souhaité d'avoir un dollar un petit peu moins fort, même si, en toile de fond, le message du président américain, c'est toujours « il faut un dollar fort, les États-Unis, etc. » Mais il y a quand même une part là-dedans qui est souhaitée un peu par le Trésor américain, une autre part qui est subie. On regarde bien le début de ce mouvement d'aversion sur le dollar. Il s'est quand même fait au moment du déclèchement de la guerre commerciale. Exactement. La guerre tarifaire, elle était censée être renforcée, le dollar, justement. Non, parce que c'est perçu comme... Jérôme Powell, hier, pour reprendre ce qu'il a dit devant le Congrès, on lui posait la question. Un sénateur lui a dit, mais comment la Fed perçoit cette phase de faiblesse du dollar depuis quelques mois? Et Jérôme Powell, très diplomatiquement, lui, répond que les États-Unis font face à un ensemble de circonstances relativement exceptionnelles. Évidemment, par là, il veut dire tous les chantiers mis en place par Trump, la guerre commerciale, le budget, cet énorme projet de loi de finances qui doit encore passer le Sénat américain. Voilà, toutes ces questions de réglementation ou autres, ou de projets de Trump, c'est ça et c'est ce changement très rapide de plusieurs type de politique aux États-Unis qui fait effectivement que les investisseurs allègent leur position en dollars. Mais c'est vrai que vous pourriez me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi les actions ne suivent pas le même chemin? Et c'est vrai que là, on a un petit peu une distorsion entre... On se souvient qu'en avril, par exemple, les actions baissaient, le dollar baissait et les taux américains flambaient. Et là, on est sur un schéma qui est un peu différent. C'est-à-dire que le dollar baisse toujours, les taux sont un peu repartis à la baisse quand même depuis quelques semaines, on est de 4,25 sur le 10 ans américain, ce qui est un plus bas de quelques mois pour le 10 ans américain. Et les actions, ce sont des niveaux records. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'elle les a... Alors, qui a raison, qui a tort? Parce que si le dollar effectivement continue de baisser, c'est un signe que potentiellement cette défiance contre les États-Unis de la part d'une partie du marché se voit sur le marché d'échange. Pourquoi cette défiance ne se verrait pas, comme on l'a vu en avril, sur le marché actions? Ou alors, à un moment donné, le dollar va se renforcer parce que la politique de Trump pourrait paraître peut-être plus lisible quand les accords commerciaux seront signés, par exemple, quand le projet de loi aura passé le Sénat, etc. Peut-être que le dollar se renforcera et justifiera effectivement ce que les marchés actions sont en train de faire. Mais actuellement, il y a quand même une grosse divergence. Alors on peut dire, ouais, mais le dollar plus faible, ça renforce l'appétit pour les actions américaines, ça les rend moins chères. Sauf que c'est pas ce que disent les flux. Les flux sont toujours tournés vers les marchés. Exactement. Et c'est une étude de la Société Générale qui a été publiée il y a quelques jours qui montrait que c'est pas seulement une question de pourcentage. C'est qu'en montant en total de flux, l'Europe avait capté plus que les États-Unis sur les dernières semaines. C'est-à-dire qu'il y a bien effectivement des flux. Alors c'est pas des flux sortants non plus, en net, total net, sortant des États-Unis, mais l'Europe a des flux entrants nets qui sont actuellement supérieurs à ce qu'on voit aux États-Unis. Et donc ça nous renvoie toujours la même question. Qui pousse le marché action à la hausse? Les flux que mesure Société Générale ou même Bank of America parfois, c'est les flux d'asset managers généralement. C'est ce qu'on appelle la smart money, c'est les gérants d'actifs, ça peut être les institutions, ça peut être les fonds de retraite, etc. Si ce ne sont pas eux qui font que les marchés actions montent, d'où vient ce volume? Et effectivement, une partie, on le sait tous, vient du retail. Une autre partie peut venir aussi du retail par des produits type ETF. Par exemple, vous achetez des ETF, certains sont couverts par des achats sur les indices directement. Il y a aussi toutes les options. On sait qu'il y a des volumes d'options qui sont extrêmement importants, qui peuvent influencer aussi une partie des marchés. Donc, il y a quand même aussi une question qui se pose sur ce qu'on appelle la profondeur du marché. C'est-à-dire, s'il n'y a qu'une partie des intervenants qui tire ce marché à la hausse, mais pas l'autre par des flux constants de la smart money, est-ce qu'on peut considérer que ce rallye est fait sur des bases solides? Donc Et là, selon vous, justement, a priori, donc ce rallye il se construit sur des bases friables, justement. Il faut s'attendre à un repli, à une respiration nécessaire, en fait. C'est mon sentiment, c'est mon sentiment depuis quelques semaines. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est mon sentiment depuis le post-Genève, on va dire. C'est en gros depuis 12 mai. Depuis 12 mai, il y avait une partie du rebond qui, moi, me paraissait pas délirante contre le marché. Post-Genève, juste rappelle, c'est les États-Unis et la Chine qui se sont mis d'accord pour faire une pause dans leur guerre commerciale. Et le marché action avancé, il a perdu 20%, le SP500, il est à peu près 10%. Et c'est la deuxième partie du rallye, justement, arrivée après effectivement cette négociation, qui m'en paraît plus fragile parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'il émanait
données des différentes rencontres États-Unis-Chine, d'abord à Genève, puis à Londres un mois après, c'est qu'aucune des deux parties quasiment n'a respecté les engagements. Ouais, voilà. Il y a eu à nouveau des menaces, d'ailleurs, pas des menaces. Les États-Unis ont dit vous avez intérêt à nous livrer les terres rares qu'on veut et à assouplir les licences d'exportation. Ce qu'a fait la Chine. Ce que la Chine dit faire, mais elle avait déjà dit ça après Genève. Et après Londres, tout le monde a redit. Et on a vu que les déclarations de Lutnick, de Hassett, donc tous ceux qui ont négocié en fait avec la Chine lors de cette deuxième réunion à Londres cette fois-ci, donc il y a quelques semaines, les déclarations d'après-réunion étaient quand même beaucoup plus mesurées. C'était pas le super deal, c'était juste une manière de dire, voilà, on surveille ce que la Chine va faire, et nous aussi, nos puces, nos composants, etc., on va contrôler ce qui part en Chine. Donc on a l'impression que cette ambiance est toujours là. La macro-américaine ne montre pas des chiffres absolument délirants. On a la publication là, tout à l'heure cet après-midi, définitive, le résultat définitif de la croissance américaine au T1, du coup, qui est attendu à moins 0,2%. Le T2 va rebondir, ça c'est très clair. Il va rebondir. Mais en comparaison par rapport à l'année dernière, il devrait ressortir en baisse. Et sur l'ensemble de l'année, on considère qu'il n'y aura pas plus de 2% de croissance, même plutôt du 1,3, 1,4. C'est ce qui est prévu actuellement par la Fed pour la croissance annuelle. Et quand on regarde les derniers chiffres, et moi, ce que je commence à voir d'autres aussi, c'est l'immobilier américain. On a vraiment des statistiques là sur l'immobilier qui sont vraiment pas terribles depuis pas mal de temps. Certaines datas, il faut remonter soit à la pandémie pour retrouver des niveaux dans certains secteurs immobiliers aussi faibles que ça. Parfois, il faut même remonter au niveau de la crise des subprimes pour trouver tout ce qui est indice de refinancement, crédit hypothécaire ou autre. On a rarement vu des niveaux aussi faibles depuis même jamais, depuis la crise des subprimes. Donc, l'idée, donc, c'est pas de dire tout va pas bien, c'est pas ça, c'est de dire quand un marché se paye actuellement 22 fois les bénéfices, on sait que c'est des niveaux de cherté d'un point de vue historique. Est-ce que c'est compatible avec ce qu'on voit de la macro américaine? Est-ce que c'est compatible avec le bazar qui est autour de la Fed et le bruit qui est autour de la Fed? Est-ce que c'est compatible avec une situation où les accords commerciaux ne sont pas encore finalisés avec l'Europe notamment? Est-ce que c'est compatible avec les conflits géopolitiques, certes qui sont étendus ou autres, mais il y a quand même un sacré paquet de dossiers, le budget qui n'a pas passé le Sénat, ça fait une sacrée couche comme ça de dossiers importants qui ne sont pas fluides en fait. Et quand on a un marché qui se paye 22 fois les bénéfices, généralement c'est ce qu'on voit dans des phases d'euphorie. C'est ce qu'on a vu typiquement après la partie Covid, quand c'était festival d'investissement. Donc vous dites qu'il y a encore de la complaisance sur les marchés en fait. On semble quand même en sortir de cette complaisance. Les marchés financiers commencent à intégrer les différents risques qui existent. Il y a encore un article assez intéressant. Vous parliez des asset managers américains, HSBC, Goldman Sachs, qui renforcent leur stratégie de couverture par des achats d'options de vente, des arbitrages sur la volatilité, des désengagements partiels sur les marchés actions également. Et ça, c'est une information assez intéressante. C'est-à-dire que certaines salles de marché sont en train de désactiver leurs algorithmes pour reprendre la main justement sur la gestion, pour avoir une gestion un peu plus humanisée, je dirais. Tout ça, c'est assez inquiétant. L'été s'annonce chaud, si je peux dire. Moi, je pense inquiétant. Ce qui m'inquiète justement, c'est de voir que des marchés reproduisent des comportements qu'on a pu voir dans des phases d'euphorie. Typiquement le post-Covid, ça va déclencher 30% de baisse derrière de correction. Vous avez ensuite, les seules fois après, encore une fois, je fais toujours rappel aux mêmes périodes, mais parce que c'est la réalité des chiffres, c'est pas nous qui voulons mettre ça en avant. Quand vous êtes monté à 22 fois les bénéfices et au-delà, les deux seules fois en 30 ans que vous avez vu ça, c'est post-Covid. Et avant cela, il faut remonter à la fin, en 1999, on retrouvait ces niveaux-là sur le SP500, on était monté à 26 fois les bénéfices. C'était le niveau maximal de valorisation du SP500, donc le plus fort avant que la bulle Internet, je ne parle pas ni subprime, avant que la bulle Internet n'éclate. Donc on est cette porte-là maintenant, Si on va à des 24-25 fois les bénéfices, l'histoire nous a montré que c'était des niveaux de valorisation de bulle. Donc soit on a un marché qui, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, décide qu'effectivement intégrer ce que vous avez dit dans les modèles de gestion, peut-être un peu plus de prudence et considérer qu'il faut un peu arbitrer, prendre peut-être un peu plus d'obligations, etc. et alléger un peu la poche action. Mais si tout le monde se dit mon voisin achète, lui achète aussi, donc je ne vais pas rester sur la touche, le fameux FOMO, et je vais y aller, eh bien, il va falloir que ce FOMO soit très vite consolidé par des chiffres d'entreprise. Là, on y arrive. Mais justement, les modèles économiques des entreprises se sont peut-être adaptés plus facilement qu'avant aussi. Il ne faut pas oublier que la technologie a avancé, les DAF ont plus d'outils très puissants pour piloter leur trésorerie. Peut-être que finalement, ces niveaux de valorisation sont peut-être justifiés par des modèles économiques archi-résilient et hyper adaptable. Ouais, alors c'est une très bonne question implicitement que vous posez là, c'est est-ce qu'on est dans une espèce de nouveau paradigme? Est-ce que les 10 années qui arrivent seront des années où il sera normal de naviguer à entre 20 et 25 fois les bénéfices anticipés, ce que historiquement était plutôt ce qui était une zone de bulle. C'est comme vous l'avez dit à l'instant. Et donc, soit c'est effectivement un changement, parce que beaucoup d'investisseurs aussi qui acceptent de payer plus cher, parce que considérant que ça fait partie payer plus cher des actions, pourquoi pas à un moment donné les payer plus cher qu'on les payait sur les 30 ou 40 dernières années. Ça, c'est la vision optimiste. Et la vision, je dirais, si l'histoire devait se répéter sur les marchés, c'est que on est dans un niveau qui est
un peu complaisant et que plus on va aller au-delà des 22 fois les bénéfices, plus le risque de correction sévère va s'accroître. Donc, est-ce que Jérôme Powell, les taux, je ne pense pas que Jérôme Powell fasse une politique de taux par rapport à ça, mais il avait quand même dit en début d'année, quand on était justement sur ces valorisations, à 22 fois, il avait dit ça en janvier, Powell, quand on était à 22 fois les bénéfices, et avant le trou d'air d'avril, qui s'est ramené à 18 fois, et maintenant, on est remonté à 2 fois. Il avait dit en janvier, le prix des actifs est élevé. Et Jérôme Powell, assez rarement, il fait référence au prix des actifs. Et quand il fait référence au prix des actifs, ça peut vouloir dire, c'est qu'il y a peut-être aussi, il n'a pas dit le mot bulle ou autre, mais quand il fait référence au prix des actifs qui est élevé, on sait tous que des taux qui restent élevés, ça applique une contrainte clairement sur l'économie, dans l'idée effectivement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de surchauffe comme le post-Covid. Donc, est-ce qu'il y avait aussi dans l'idée peut-être de garder des taux à ce niveau-là pour éviter certaines surchauffes sur le prix des actifs? Peut-être implicitement, voilà. Mais pour autant, on va bien, et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que ça n'a pas empêché les investisseurs ou une partie des investisseurs de ramener les actions sur des prix élevés, alors même qu'en face, on a des rendements obligataires. Il y a de l'alternative aujourd'hui, le fameux TINA qu'on avait post-Covid. Il y a de l'alternative. Les investisseurs y sont d'ailleurs. Ils y sont, mais cette alternative ne se fait pas au détriment du marché action. Les actions sont toujours très recherchées, mais les obligations, depuis quelques semaines, sont à nouveau un peu recherchées, vu que les taux américains repartent à la baisse. L'or aussi. Les classes d'actifs, en fait, finalement, exactement, pour l'instant, sont plébiscitées. Est-ce que ça peut tenir? Est-ce que tout peut tenir sans que, normalement, quand les taux sont élevés, encore une fois, quand on parle de taux élevés, des arbitrages, mais c'est pas que financier. Les taux élevés, et pourquoi on parle d'immobilier quelques instants? Parce que les taux élevés veut dire coût de crédit élevé, IMO, conso, etc. Et donc, ça, on le voit sur l'immobilier. Ça freine le marché immobilier. Ça freine le marché immobilier, ça freine aussi d'autres points de l'activité économique. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup, que ce soit le FMI, l'OCDE, la Banque mondiale ou autres, révisent à la baisse leur prévision de croissance américaine. C'est par rapport à ça. Et je pense que ça, Trump, il a quand même du nez pour ça. Je pense qu'il voit le ralentissement à l'horizon. Il sait qu'il entend un peu tout ce qui se passe, même s'il décide toujours lui-même de faire ce qu'il veut, mais je pense qu'il sait qu'il y a un ralentissement à l'horizon, et d'ailleurs, il est en train il anticipe, il est en anticipation. Oui, mais il est en train de dire, si l'économie ralentit, c'est la faute de Powell, c'est pas moi, c'est sa faute à lui. Donc, mais Powell, lui, il a un mandat. Donc, c'est juin 2026. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'on va passer par ce ralentissement américain, mais ce ralentissement, du coup, on ne le voit pas sur les actions américaines pour l'instant. Or, l'une des fonctions du marché action est aussi d'anticiper. Là, on a l'impression qu'on est plutôt dans une fonction de réaction du marché action. On en revient à cette sempiternelle question, ce qu'on se posait déjà il y a plusieurs exercices, du savoir comment va atterrir l'économie américaine, finalement. Oui, alors pour l'instant, elle est quand même en train de... C'est ça, le soft landing. Elle atterrit, mais donc, encore une fois... Je reviens toujours au marché action parce que c'est l'analyse de marché, c'est ça aussi, c'est de considérer que si une économie est en train de ralentir, est-ce qu'on peut anticiper des croissances de bénéfices des entreprises qui soient aussi fortes que ce qu'on a pu avoir dans des phases où les taux étaient plus bas, etc. Ça soulève question, et la saison de résultats va nous donner quelques indications par rapport à ça, comme toujours. Les résultats du T2, mais aussi les projections des entreprises. Moi, je pense que les questions de tarifs apparaîtront plus fortement que les questions d'inflation. Vous savez, il y a des systèmes qui compte le nombre de mots dans les résultats, le mot inflation, l'intelligence artificielle, combien de fois c'est employé. Je pense que là, des deux mots qui seront fortement employés, il y a AI d'un côté, IA, pardon, et de l'autre, ce seront les questions tarifaires. Mais l'inflation arrivera que dans la troisième ou quatrième position, parce que c'est plus tellement un souci. Ça l'est pour la Fed, mais pour les entreprises, qui compte beaucoup, c'est la visibilité commerciale. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est est-ce que cette visibilité reste pour certaines les entreprises qu'on dit que pour l'instant elles avaient réussi à répercuter ces tarifaires, à maintenir leur niveau de marge, sans augmenter les prix. Ceci étant, maintenant elles disent qu'elles vont devoir augmenter les prix pour maintenir leur niveau de marge. Voilà. Et est-ce que le consommateur est prêt à l'accepter, sachant que le consommateur, on l'a déjà beaucoup dit, mais n'a plus l'épargne excédentaire qu'il avait post-Covid, elle a été consommée, et surtout que les conditions de crédit sont favorables. Très difficile pour ceux pour les moins aisés. Et c'est là qu'il faut sauver le marché de l'emploi, parce que ce que Powell a dit très bien d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il le dit, parce que c'est le deuxième mandat de la Fed, c'est que si l'emploi par contre se dégrade, oui, la Fed devra ajouter les taux. Mais comme si s'y attendait un petit peu, ça qui est assez... On a l'impression que le mois de septembre arrive comme le mois un peu parfait, parce que je pense qu'effectivement le marché de l'emploi va ralentir d'ici là, il y aura des arguments en septembre. Voilà, la question c'est l'inflation. Voilà, c'est ça Et Powell le dit, il y a un risque de tension, on est sur le mandat, c'est-à-dire que si effectivement on a une phase un peu de stagflation, c'est-à-dire une inflation qui reste assez élevée, une croissance qui faiblit, où va aller la Fed? Est-ce qu'elle privilégie l'emploi ou est-ce qu'elle privilégie l'inflation? Et Powell fait comprendre une situation qui est délicate. Il a déjà dit qu'il privilégiait les prix à l'emploi, il l'a dit il y a moins de 2 mois. Et il fait comprendre, du coup, à l'administration américaine aussi, que lui, il a un mandat. Donc, encore une fois, lui, il a pour respecter un mandat. S'il a fait un autre qui sera plus politique, etc., et qui fera ce que Trump lui demande. Mais ça, on sait par contre que les marchés, normalement, aiment moins. Quand on a une Fed ou un responsable de banque centrale moins indépendant, dans les pays où c'est arrivé, habituellement, ça crée quand même des très grosses secousses monétaires et de la volatilité sur les devises notamment. Donc, il y a un risque que les investisseurs quittent le marché obligataire américain, du coup. En tout cas,
je pense que si Trump va trop loin dans la dénonciation des dépenses de la Fed, ce qu'il fait depuis quelques temps, à un moment donné, les marchés commenceront à s'enfuir sur. Et puis en plus, on dit quand même que les investisseurs japonais vont se diriger vers la dette japonaise. On oui, imagine aussi que les investisseurs européens vont se diriger vers la dette européenne, qui va, avec ses projets, l'OTAN qui a validé hier des budgets défense jusqu'à 5% d'ici 2035. Donc finalement, les États-Unis, les investisseurs américains vont se retrouver un peu seuls face à leur. Oui, mais c'est là que la Fed, oui, Trump critique la Fed, mais à tort. Qu'a fait la Fed hier soir? Hier soir, hein, et elle n'a pas fait ça sous pression de Trump. Elle a décidé qu'elle allait alléger les contraintes pour les banques en termes de ratio de liquidité, en gros, de réserve de liquidité. En gros, les banques, vous savez, elles ont des pourcentages à respecter de fonds propres en cas de stress économique. Comme ça permet de faire face au choc. Si cette réserve prudentielle donc diminue, ça veut dire qu'effectivement, on est un peu plus fragile en cas de choc, mais ça permet aussi d'accorder plus de crédit. Plus de liquidité, voilà, pour soit accorder plus de crédit, mais ça, c'est pas trop le problème américain en ce moment, mais aussi et surtout, il y a plus d'obligations, notamment de dette américaine. Et actuellement, c'est ça que veut le Trésor. En fait, en réalité. Donc, oui, on dit, Trump dit la Fed fait n'importe quoi. La Fed a pris typiquement une mesure là qui va permettre aux très grosses banques américaines, certaines le demandaient d'ailleurs ça, de pouvoir acheter plus d'obligations américaines, que ce soit les grosses banques, et il faut que je vérifie si ça touche aussi les petites banques américaines. Mais ça, c'est typiquement une mesure favorable à Trump, favorable au Trésor américain. Et vous n'entendrez aucun de ces deux-là, le Scott Bessent ou Trump, remercier la Fed pour ce qui a été fait. Alexandre, on est déjà à 20 minutes, me souffle-t-on dans l'oreillette. On me hurle qu'il faut arrêter. Moi, j'ai encore plein de questions, notamment un peu, je dirais, un peu géopolitique. Donc, on va revenir sur l'Europe cette fois-ci. L'Europe qui est donc les membres de l'OTAN. C'est pas l'Europe, mais bon, voilà, les membres de l'OTAN qui ont validé une augmentation de leur part dans la construction du budget, le faisant passer de 2% à 5% d'ici horizon 2035. Est-ce que, inévitablement, ça doit donc favoriser les secteurs de la défense? Est-ce que d'autres secteurs pourraient bénéficier de ce nouveau paradigme défensif? Oui, je pense que oui, parce qu'il y a les valeurs de défense qui sont en tant que telles souvent des valeurs industrielles, mais spécialisées dans la défense. Et puis, il y a toutes les entreprises de la chaîne, la supply chain, qui, elles, sont parfois des entreprises plus industrielles, un peu diversifiées, qui vont aussi en bénéficier. Donc là, on reparle de ce fameux ruissellement, mais je pense qu'il sera bien réel. C'est-à-dire que quand vous avez effectivement des budgets de plusieurs centaines de milliards qui vont arriver pour ces entreprises-là, ça va se répercuter non seulement pour les entreprises allemandes qui sont quand même très basées là-dessus, mais aussi pas mal d'entreprises françaises, Dassault ou autres, qui vont bénéficier de ça. Donc oui, je dirais que le secteur industriel, globalement, s'il y a un pari à faire, et en plus, on commence à avoir certains indicateurs pour l'Allemagne, se redresser un petit peu, des PMI manufacturiers qui sont toujours contractés, mais moins qu'il y a quelques mois. C'est lié déjà à ce nouveau paradigme militaire? Ça vient de ça, et puis ça vient aussi de la baisse des prix de l'énergie. Alors récemment, le pétrole a fait... mais ça, globalement, si on enlève l'épisode iranien, les matières premières dont l'industrie a besoin, tout ce qui est gaz, pétrole, etc., même les métaux, on a quand même une tendance qui est plutôt favorable à la baisse depuis déjà plusieurs trimestres. Donc ça, c'est favorable. Les budgets européens le sont. Le contexte géopolitique, en tout cas en Europe, avec la Russie, l'est toujours aussi. Donc je dirais que le secteur industriel me paraît très intéressant à travailler, dans une optique aussi où l'Allemagne va redémarrer un petit peu en termes de croissance, horizon quelques trimestres. Quand même. C'est pas pour c'est ça, mais bon, les perspectives sont plus négatives en tout cas. Voilà. Et donc je pense que oui, des éléments à avoir en portefeuille, prenez par exemple un indice, stock 600 Europe Industrie, qui prend des valeurs de défense et du reste, je pense que c'est typiquement le genre de truc. Comme Renault, on entendait en début de semaine que Renault allait fabriquer des drones. Potentiellement, on peut jouer ça? Oui, complètement. Complètement. La diversification, c'est un groupe historiquement automobile qui se diversifie. Complètement ça. Et puis aussi voir un peu comment la Chine va se comporter, parce que la Chine, on voit que la tension États-Unis-Europe favorise aussi un petit rapprochement avec la Chine. Et la Chine, je pense, même si l'Europe, c'est une zone où elle exporte ses surcapacités comme ailleurs, mais on voit que c'est en train de négocier justement à ce niveau-là. Et il me semble que toute mesure que la Chine prendrait pour limiter un peu l'exportation de ses surcapacités serait favorable à toutes les industries automobiles européennes. Et j'ai l'impression que c'est pas un truc impossible dans les mois qui arrivent. Voilà, d'avoir des accords avec la Chine, avec l'Europe et la Chine, terres rares d'un côté, etc. Voilà, moi je pense que le secteur auto, on remettra un petit peu, le secteur industriel, c'est des secteurs qui avaient pas mal souffert pendant 2-3 ans, parce que l'Allemagne était en quasi-récession, était même en récession. Donc voilà, je joue cette sortie-là par le haut, progressivement, mais voilà. Ok, bah écoutez, merci Alexandre. Antoine. Merci pour l'invitation. Ce matin, je vous en prie. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes chief analyste chez IG, avec nous régulièrement pour commenter l'actualité et nous proposer des pistes d'investissement. On marque une dernière courte page de publicité en cette édition du 26 juin. On se retrouve juste dans un instant pour la suite et la fin de cette édition.